Je donne la parole maintenant à M. Xavier Omeran, qui nous parlera sur l'évolution de la jurisprudence de TAS. Merci, professeur Gustavo Monaco. Donc nous allons effectivement nous entretenir sur, après la jurisprudence de la FIFA, cette fois-ci de la jurisprudence du TAS, son évolution s'agissant des transferts et des indemnités de transfert. Alors, en préambule, comment ne pas évoquer la décision de la Cour européenne des droits de l'homme d'il y a un petit peu plus d'une semaine, du 2 octobre dernier, rendue dans l'affaire Moutou et Pechstein contre Suisse. Alors Pechstein, c'était le nom, enfin c'est le nom de cette patineuse de vitesse professionnelle allemande qui a été 5 fois championne olympique, sanctionnée disciplinairement à la suite d'un contrôle antidopage et qui conteste son obligation de devoir soumettre sa contestation au TAS, tribunal qu'elle ne considère pas comme étant indépendant et impartial. Et puis surtout, et c'est lié à l'objet de notre journée, Moutou, du nom de ce joueur professionnel de football qui a conclu un contrat de travail avec Chelsea, puis à la demande de ce dernier, qui fut condamné par la Chambre de règlement des litiges de la FIFA, à verser plus de 17 millions d'euros à ce club au titre de la part non amortie des frais payés par Chelsea pour son transfert. Et saisi en appel, le TAS rejeta par une sentence de 2009 la demande du joueur et confirma donc le montant des dommages et intérêts octroyés. Et on est déjà là pleinement dans notre thématique. Et la Cour européenne des droits de l'homme est donc saisie par ces deux sportifs afin d'analyser la conformité du fonctionnement du TAS avec le principe du droit à un procès équitable protégé par l'article 6, notamment le paragraphe 1 de la Convention. Mais avant de s'assurer de son respect, s'est posé la question de savoir si cet article était au moins applicable devant le TAS. Et la Cour européenne des droits de l'homme considère que oui. Elle considère, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour des motifs différents pour chacun des sportifs, mais peu importe, que s'agissant tant de la patineuse de vitesse que du joueur de football, eh bien l'article 6 paragraphe 1 devait nécessairement s'appliquer à leur litige. Et ensuite, la question est très clairement énoncée par la Cour, c'est son paragraphe 148-149, le TAS est-il un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 paragraphe 1 Et la Cour répond franchement par la positive. Et elle indique que rien ne laisse à penser que l'article 6 paragraphe 1 de la Convention soit violé en raison d'un prétendu manque d'indépendance et d'impartialité du TAS. En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il y a néanmoins une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention à raison de la non-publicité des débats devant le TAS. Mais c'est pas l'objet du propos. On n'est pas là pour analyser la conformité du fonctionnement du TAS aux préceptes de la Convention européenne des droits de l'homme, mais c'est directement connexe à l'objet de l'intervention. Et puis d'ailleurs, probablement que notre présidente de cet après-midi pourra nous donner son avis beaucoup plus averti sur cette décision et son impact en matière d'arbitrage. Au-delà du cas Moutou et du litige lié à son transfert, notre sujet du jour, retenons quand même de cette décision que pour la Cour européenne des droits de l'homme, le TAS est un tribunal indépendant et impartial. Et c'est important au moment de qualifier la somme, si on peut dire, des sentences du TAS de jurisprudence du TAS, ce qui figure dans le titre de l'intervention. Le recours à cette dénomination de jurisprudence est quand même assez discuté s'agissant du TAS. Alors retenons néanmoins le terme, au moins par commodité, dans son sens large, dans sa vocation à désigner ce modèle d'interprétation du juge, là aussi un juge entendu au sens largement, devenant pouvoir normatif aux côtés des autres sources du droit. Et cette jurisprudence se matérialise par des dizaines et centaines de sentences rendues par le TAS et concerne très largement les transferts. Je n'ai pas trouvé énormément de chiffres, mais certains sont quand même évocateurs. 65% des litiges
produits devant le TAS concernent le football et 64% de ces litiges sont relatifs au transfert, auxquels on ajoute pour partie les 25% de litiges relatifs aux contrats alliant les sportifs et entraîneurs à leur club, lesquels sont parfois relatifs à un départ pour un autre club. Ces chiffres sont un peu datés puisqu'ils datent de 2015, mais il ne semble pas, très franchement, que la tendance se soit inversée ou a été profondément modifié. On évoque très très souvent, Charles l'a dit, le foot, mais il faut également souligner que les litiges sont également relatifs à d'autres sports. Il n'y a pas que le foot. On pense au basket, par exemple, et les autres disciplines sont également impliquées dans des sentences du TAS relatives au transfert. Alors, cette évolution de la jurisprudence du TAS, apparemment abondante, quelle forme prend-elle? Sur quoi porte-t-elle? Manifestement, elle concerne les indemnités de formation et de solidarité, mais Grégory Singer nous en parlera juste après. Marginalement, mais elle est étroitement scrutée, elle concerne la pratique des TPO, mais là encore, Charles Bringan nous en entretiendra. Elle concerne également abondamment, très abondamment même, les salaires impayés et retards de paiement, mais aussi la rupture pour juste cause du contrat de travail liant le sportif à son club. Les deux thématiques sont d'ailleurs parfois et même souvent étroitement liées, au moins pour les salaires impayés et retards, dont l'intérêt pratique est essentiel, mais bon, l'analyse juridique est un petit peu moins intéressante. Relevons simplement que l'appréciation du TAS concerne essentiellement le respect d'une exigence de proportionnalité entre le manquement du club, c'est-à-dire l'importance des impayés ou des retards, et la sanction prononcée. Mais cela ne constitue pas un transfert, cela ne débouche pas toujours sur un transfert. Ce qui nous intéresse, c'est de quelle manière le TAS appréhende cette opération tripartite que Charles Dudognon nous a évoquée. Quelles dynamiques, autres que celles que j'ai pu écarter, peuvent être dégagées, quels axes forts peuvent être identifiés. Alors, après avoir analysé plusieurs dizaines de sentences de ces dernières années, mais bon, la confidentialité de nombreuses décisions impose de renoncer à l'exhaustivité. Je pense que trois thématiques, trois axes forts peuvent être dégagés. Avant de parler d'indemnité de transfert, évoquons déjà l'opération de transfert. Et la première évolution identifiable est relative au transfert des joueurs mineurs. On évoquera ensuite assez rapidement le calcul des indemnités compensatoires dues par le joueur rompant sans juste cause son contrat de travail pour s'engager auprès d'un autre club. Et puis nous finirons sur des éléments plus techniques relatifs au contrat permettant la réalisation de l'opération de transfert, mais aussi aux clauses permettant de déterminer le montant, le fait générateur des indemnités, des bonus versés à cette occasion. Alors, sur le transfert des joueurs mineurs tout d'abord, on le sait, ces transferts internationaux de joueurs mineurs de moins de 18 ans obéissent à une procédure particulière guidée par un souci de protection et de la sécurité des joueurs mineurs et par une volonté d'éviter toute forme d'abus lié à leurs conditions de jeunes footballeurs. Et c'est ainsi que l'article 19 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, relatif à la protection des mineurs, expose très clairement, je cite, qu'en principe, le transfert international d'un joueur n'est autorisé que si le joueur est âgé d'au moins 18 ans. Et 3 exceptions sont néanmoins prévues si les parents du joueur s'installent dans le pays du nouveau club pour des raisons étrangères au football, sous conditions d'encadrement et de formation. Deuxième exception, si le joueur âgé de 16 à 18 ans entend muter à l'intérieur de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, c'est-à-dire qu'en fait, il exerce sa liberté de circulation. Et puis, un cas plus marginal et bien compréhensible, si le joueur est frontalier et entend évoluer dans un club proche situé de l'autre côté de la frontière. Les 2 premières exceptions focalisent, vous l'avez compris, davantage l'attention parmi les sentences du TAS, car pour mobiliser l'une de ces exceptions, le transfert international doit être approuvé
par la sous-commission de la commission du statut du joueur de la FIFA, dédiée à la régulation de la mobilité des joueurs mineurs. Cette demande d'approbation, elle est réalisée par la Fédération nationale qui souhaite enregistrer le joueur, c'est-à-dire celle du nouveau club. Et ce n'est qu'une fois cette approbation obtenue de la sous-commission que le CIT, le certificat international de transfert, peut être demandé, ou encore que le premier enregistrement du joueur peut être réalisé. Et donc c'est dire la place absolument centrale qu'occupe la sous-commission. Alors, comment l'appréhende la jurisprudence du TAS? Quelques éléments de forme pour commencer, et puis ensuite sur le fond. Sur la forme d'abord, il faut souligner que la décision de la sous-commission est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le TAS. Et c'est alors poser la question de savoir qui peut former un appel contre le refus de délivrer un CIT à un mineur. Qui a qualité pour agir? Qui dispose de la légitimation active selon les termes employés par le TAS? Car la procédure de délivrance des CIT, elle est tripartite en ce qu'elle implique deux fédérations nationales et la FIFA, mais pas les clubs, notamment, pas les clubs. Dès lors, l'un des deux clubs, notamment celui souhaitant faire venir le mineur, peut-il effectuer un recours devant le TAS? Ou est-ce que ce recours est seulement offert à l'une des deux fédérations nationales? On sait qu'en dehors de l'hypothèse des transferts des mineurs, la contestation du refus de délivrance d'un CIT provisoire n'est pas ouverte au club, au regard de la jurisprudence du TAS. Eh bien, s'agissant du CIT délivré à un sportif, cette fois-ci mineur, dans une sentence du 5 avril 2013, eh bien, le TAS a considéré que le club d'accueil est fondé à engager un recours à l'encontre du juge unique de la sous-commission. Ce qui est donc refusé pour le transfert des joueurs majeurs est donc visiblement possible pour les mineurs. Et sur cette divergence, au moins apparente, je ne rentre pas dans les détails, je vous invite d'ailleurs à lire avec beaucoup d'intérêt les explications du professeur Simon au bulletin du TAS sur la question. Mais à l'évidence, il y a là la manifestation d'une limite à évoquer une jurisprudence du TAS s'agissant de sentences rendues par des arbitres et collèges d'arbitres bien différents, et ne poursuivant pas forcément une volonté unificatrice de la matière. Alors, ces exemples procéduraux évoqués, mais on pourrait en évoquer d'autres, par exemple, s'agissant de l'articulation des périodes d'enregistrement avec les autorisations de transfert des joueurs mineurs, qui a aussi fait l'objet de différentes sentences. Et évoquons quelques éléments sur le fond du transfert des joueurs mineurs. Plusieurs sentences ont été rendues par le TAS et elles éclairent en fait les différentes exceptions à l'interdiction du transfert des joueurs mineurs, celles prévues à l'article 19 que je viens d'évoquer. S'agissant de la première exception, celle qui est relative à l'installation des parents dans le pays du nouveau club pour des raisons étrangères au football. On perçoit bien que la finalité est de lutter contre les déménagements de toute la famille uniquement pour des raisons liées au football. Et c'est précisément ce qu'étudie la sous-commission du statut du joueur de la FIFA. Les arbitres du TAS sont saisis de ces questions et de ces décisions, qui sont donc des décisions de refus du transfert du joueur mineur. Je pense à une sentence de décembre 2011, une sentence dans une affaire Vada, du nom de ce joueur italien né en Argentine et qui s'était vu proposer de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Quittant son club formateur en Argentine, il avait déménagé avec toute sa famille à Bordeaux pour rejoindre ce club. Et la sous-commission du statut du joueur a apprécié les raisons du déménagement de la famille Vada en France et a souverainement considéré qu'il ne pouvait être exclu que l'installation ne soit pas liée au football. Saisi, le TAS confirme cette décision et rejette la délivrance d'un CIT. Les conditions de l'exception de déménagement de l'article 19 paragraphe 2 ne sont pas réunies selon le TAS et différents arguments très concrets sont mis en avant, parmi lesquels les liens privilégiés existants entre le club argentin et le club français, c'est-à-dire en fait l'existence d'une passerelle entre les deux clubs, le fait que cette mobilité s'intégrait dans un projet de carrière du jeune sportif, mais aussi l'absence d'intérêt financier des parents du joueur à déménager en France, où le TAS relève qu'en fait leur niveau de vie avait baissé à l'occasion du déménagement.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur la notion de parent, il y a aussi des sentences du TASS qui définissent ce qu'on entend par la notion de parent. Alors, le TASS fait œuvre de souplesse en la matière, en considérant que la notion de parent, c'est pas seulement les parents naturels, mais en revanche, le TASS considère que la tante du joueur, par exemple, ça ne peut pas être assimilé aux parents. Voilà, on a des sentences sur la question. Donc, le contrôle opéré par le TASS, s'agissant de cette exception, il s'effectue in concreto. C'est pas simplement, comme je le pensais initialement, un contrôle de légalité, entre guillemets, enfin on peut pas forcément employer ce terme, de la décision de la sous-commission. Il y a vraiment une analyse in concreto. La deuxième exception, celle qui est liée à la liberté de circulation intra-européenne du jeune sportif, présente, je pense, davantage d'intérêt quant à l'analyse qui en est faite par le TASS. J'en rappelle les termes. L'interdiction du transfert international ne s'applique pas si le transfert a lieu à l'intérieur de l'Union européenne ou au sein de l'espace économique européen pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans. C'est donc un critère géographique qui est retenu pour l'exception et pris à la lettre. Le pays quitté et celui d'accueil doivent être situés à l'intérieur de l'Union européenne ou de l'espace économique. Et c'est d'ailleurs la lecture qui en a été logiquement faite par le TASS dans une sentence du 24 août 2011. Un joueur de Bosnie-Herzégovine qui n'est ni membre de l'Union européenne ni de l'espace économique européen, ne peut pas bénéficier de cette exception, faute par ailleurs d'accord sur la libre circulation entre l'UE et la Bosnie-Herzégovine, et donc faute pour le mineur de pouvoir se prévaloir de cette liberté fondamentale. Mais à l'inverse, c'est précisément le principe de libre circulation des personnes qui justifie d'autres interprétations de l'exception, beaucoup plus larges. Et on comprend bien pourquoi, Charles l'évoquait, tant les enjeux liés à la libre circulation des personnes, lorsqu'on les confronte au système de transfert, sont source de difficultés. Et donc toujours dans l'affaire Vada, mais cette fois-ci à propos d'une seconde demande qui avait été déposée pour approuver le transfert international, c'est cette exception qui était invoquée toujours entre les mêmes clubs. Rappelez-vous, le joueur résidait et jouait en Argentine, mais il était de nationalité italienne et il souhaitait rejoindre la France. Et opérant une lecture finalement assez stricte des exceptions, la sous-commission de la FIFA a considéré que la condition n'était pas remplie, faute pour l'Argentine de se situer sur le territoire européen. Mais le TASS, saisi en appel, a considéré au contraire, dans une sentence de 2013, que le droit de l'Union devait ici être pris en considération. Le joueur était doté manifestement d'un passeport européen et souhaitait s'enregistrer auprès d'un club situé sur le territoire d'un État membre. Et donc s'appuyant sur des documents, des commentaires internes à la FIFA, mais aussi produits par le club des Girondins de Bordeaux, mais surtout sur l'accord de mars 2001 conclu entre l'Union européenne et la FIFA et l'UEFA sur le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. Et le TASS conclut à l'existence, je cite, d'une exception non écrite pour le joueur provenant d'un pays tiers, mais disposant de la nationalité d'un pays membre de l'UE ou de l'espace économique. Et la décision est intéressante parce que, comme d'autres depuis 2008, elle souligne que la liste des exceptions de l'article 19 en fait, n'est pas exhaustive. Et donc, finalement, cette non-exhaustivité, pourtant, quand on lit l'article 19, ça paraît loin d'être évident, le caractère non-exhaustif. D'ailleurs, dans cet esprit de non-exhaustivité, on a une sentence Bassong et Anderlecht contre FIFA de février 2016, qui est intéressante parce que, au nom de l'intérêt supérieur du mineur, la référence, vous avez compris, à une notion connexe bien connue du droit de la famille mérite d'être soulignée. L'exigence, donc au nom de cet intérêt supérieur du mineur, l'exigence de déménagement de la famille pour des raisons non liées au football, elle est purement et simplement écartée dans cette sentence. Elle est purement et simplement écartée. Pour certaines, ces sentences, je les énumère pas toutes, mais datent quelque peu, au sens que le règlement du statut du joueur a depuis été plusieurs fois modifié, et pourtant, les exceptions nouvellement dégagées n'ont jamais été intégrées dans les différentes évolutions du texte, ni même, d'ailleurs, le principe même du caractère non limitatif de ces exceptions. La formulation reste identique. Et cela paraît un peu curieux, mais surtout, en fait, de nature à inciter les parties à un transfert, à saisir le TASS
pour bénéficier d'une exception prétorienne. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais c'est l'idée. Hein, c'est l'idée. L'absence de caractère limitatif de la liste dressée par le règlement FIFA, conjuguée au contrôle de proportionnalité permettant de s'en affranchir, eh bien, montre manifestement qu'une analyse est effectuée en réalité au cas par cas, davantage qu'une analyse rigoureuse du règlement. Alors, au-delà des différentes saisines qu'on a évoquées du TAS, retenons donc que ces sentences laissent une grande latitude à l'interprète qui procède à l'analyse du règlement, du statut et des transferts des joueurs. Alors, je ne vous cache pas que pour le juriste de culture de droit écrit que je suis, qu'une grande partie d'entre vous êtes, le raisonnement, la souplesse d'interprétation laissée à l'arbitre étonne, d'autant plus que cela semble délibéré, étant donné que ces sentences n'ont pas été intégrées dans les codifications ultérieures du règlement. Voilà. Alors, au-delà, on a longuement évoqué la question des mineurs, j'irai beaucoup plus rapidement sur les deux autres aspects. Une autre thématique mobilise les arbitres du TAS en matière de transfert, et il s'agit de celle relative à la rupture anticipée du contrat de travail du sportif, dite pour juste cause, dans l'hypothèse où celle-ci survient à l'initiative du joueur, afin que celui-ci puisse s'engager auprès d'un autre club. Pour reprendre l'expression du professeur Loquin, on est là en plein dans un droit matériel transnational du contrat de travail sportif. Et dans une telle situation se pose la question de l'indemnisation du club quitté. Alors, les décisions Webster de 2008, Mathusalem de 2009, d'ailleurs très abondamment disséquées, commentées, s'étaient prononcées déjà, il y a 10 ans, sur les modalités de calcul de l'indemnité compensatoire pour le cas des joueurs de football ayant mis un terme à leur contrat avec leur club respectif après l'expiration de la période protégée. Les décisions étaient, souvenons-nous-en, quelque peu contradictoires. La sentence Webster indiquait que le prix de la rupture, sans juste motif par un joueur de football de son contrat à durée déterminée, était simplement égal au montant des rémunérations à courir jusqu'au terme du contrat, le principe qu'on connaît en droit français. Et la décision est surtout soucieuse de ne pas entraver la libre circulation du sportif professionnel, mais elle est paradoxalement, enfin pas paradoxalement, elle est corrélativement peu protectrice des intérêts des clubs. Et puis la sentence Mathusalem, quelques mois après, qui opte pour une solution bien différente, le montant de l'indemnité de rupture due par un joueur qui a rompu unilatéralement son contrat de travail en dehors de la période protégée équivaut à la perte de service du joueur, à laquelle s'ajoute une indemnité additionnelle liée à la spécificité du sport et aux circonstances de la rupture. Bon, pour dire les choses simplement, c'est la valeur du joueur au prix du marché. D'accord, c'est la valeur du joueur en tant qu'actif, ce qu'évoquait Charles. Bon, j'en dis pas davantage, ce sont tous les éléments de méthode qu'a évoqué déjà Jean. Alors, depuis ces décisions qui datent un petit peu, et puis depuis toutes les autres qui sont intervenues sur la période 2004-2010, les sentences se sont faites, en tout cas c'est la recherche que j'ai pu faire, se sont faites beaucoup plus rares. Par exemple, au titre des 3 dernières années, je n'ai relevé aucune décision publiée du TAS sur cette question, enfin en tout cas à ma connaissance. Alors, est-ce à dire que le sujet des ruptures anticipées ne soulève plus de difficultés quant à leur incidence en matière de transfert? Bien entendu, je ne le pense pas. C'est simplement que les pratiques et les problématiques sont différentes, moins présentes dans la jurisprudence du TAS, mais je pense notamment aux clauses libératoires. On aura l'occasion d'y revenir, et très probablement que cet après-midi, on aura l'occasion d'en dire un mot. Et puis, ça sera ma dernière partie sur l'organisation contractuelle du transfert. Là, pour le coup, la jurisprudence du TAS est relativement abondante. La fonction du TAS est alors clairement interprétative. Interprétative quant au contrat conclu par les parties, quant à leur intention, quant aux sommes dues par l'une à l'autre du fait du transfert. C'est particulièrement le cas s'agissant des litiges relatifs aux bonus. Il peut s'agir de bonus liés à la revente
ultérieure du joueur, mais aussi de bonus liés aux performances du joueur transféré, principalement liés au nombre de matchs auxquels le joueur participe, mais aussi au nombre de buts marqués par certains joueurs, ou encore à la nomination pour une récompense, le Ballon d'Or par exemple. Cela peut également être une qualification du club pour telle ou telle Coupe d'Europe. Ces clauses d'intéressement aux performances sportives peuvent être qualifiées en réalité de clauses d'earn-out, c'est-à-dire les parties à une cession de droits sociaux décident qu'une partie du prix sera fonction des résultats futurs de la société. Un exemple très banal, un accord de transfert conclu entre Sunderland et un club émirati, prévoyant qu'un bonus de 250 000 € sera versé si le joueur atteint le seuil de 20 buts en une saison, tout en faisant, dans un autre article, référence à certaines compétitions auxquelles le joueur va participer. Dès lors, les compétitions évoquées dans l'accord de transfert, mais encore une fois dans une autre clause, sont-elles limitatives ou bien d'autres buts marqués dans d'autres compétitions doivent-ils être pris en compte ? Rien n'était prévu, mais dans l'autre clause prévoyait que on évaluait la performance du joueur au regard de la compétition Pro League et Coupe des Présidents. Et bien entendu, vous avez compris que des buts avaient été également marqués en Ligue des Champions, et donc se posait la question de est-ce qu'on les prenait en compte pour valider ou pas le versement du bonus. Donc le TAS, il est saisi lorsque les parties s'opposent sur l'exigibilité de la somme complémentaire. Alors, quelques principes suivis par le TAS se dégagent de ces sentences d'interprétation, et finalement, ils ne sont guère surprenants, mais ils méritent l'attention tant ils sont mobilisés. L'affirmation, premier élément, l'affirmation est récurrente dans les sentences. L'interprétation d'une clause contractuelle d'un contrat de transfert doit être effectuée selon les principes généraux d'interprétation du droit des contrats. Alors, quels principes généraux ? Bien entendu, tout dépend de la loi choisie par les parties. L'étude du contentieux démontre que l'application à titre principal est celle du règlement FIFA, mais aussi très largement à titre subsidiaire du droit suisse, le code des obligations suisses. Mais Charles le disait bien, c'est pas systématique. D'autres droits étatiques sont régulièrement mobilisés. Alors, les principes généraux mobilisés sont relativement universels. Alors, je connais pas tous les systèmes étatiques à travers le monde, mais en tout cas, dans les systèmes que l'on connaît, ce sont des principes connus. L'intention commune des parties qui prévaut sur le libellé du contrat, le principe de bonne foi et celui qui lui est étroitement lié, le principe de confiance, mais aussi les intérêts réciproques des parties au contrat. Dans l'affaire qu'on évoque entre Sunderland et le club émirati, l'arbitre dépasse ainsi l'interprétation littérale, ça ressort très clairement de la sentence, pour considérer que l'article litigieux ne doit pas être lu séparément de l'accord intégral des parties. En ce sens, pour le cas d'espèce, ce ne sont pas toutes les compétitions qui doivent être prises en compte, mais seulement celles qui étaient visées dans un autre paragraphe du contrat. Il ressort également de la jurisprudence du TAS qu'il s'agit de prendre en considération, dans la définition de la solution, les circonstances dans lesquelles est intervenu l'accord, les conditions de la négociation, les éventuels contrats et documents préparatoires. Et dans une sentence de janvier 2017, l'arbitre considère que si l'application de ces principes n'aboutit pas à un résultat concluant, le principe selon lequel le contrat doit être interprété contre la partie qui l'a rédigé doit alors s'appliquer. Un autre élément guide régulièrement l'analyse, un autre principe, c'est celui selon lequel la fraude ou l'enrichissement illégal ou injuste, s'il est caractérisé, anéantit tout. C'est la transcription de l'adage que l'on connaît en droit français, la fraude corrompt tout. Enfin, et je finirai par là, le litige peut être également relatif à la version de l'accord de transfert applicable, et donc à celle qui prévaut en cas de litige. C'est le cas, paraît surprenant, mais pas anodin en jurisprudence, de l'accord rédigé en différentes langues. Là aussi, la recherche de l'intention véritable des parties, le principe de bonne foi guide naturellement l'analyse. Dans une affaire dont la sentence a été rendue en juin 2017, qui opposait un club italien avec un club uruguayen, se posait la question de l'application de la version italienne ou de la version espagnole. Rien n'avait été prévu, bien entendu, par les parties. Or, la rédaction était essentielle. Un accord, une des versions de l'accord prévoyait que si le joueur participait à au moins 12 matchs avec Gênes d'ici à la fin de la saison, un bonus de 500 000 € devait être versé.
tandis que l'autre version prévoyait la participation au moins à 12 matchs avec Gênes ou un autre club de série A ou B italienne. Et précisément, vous l'avez compris, avant de jouer 12 matchs avec Gênes, le joueur a été prêté à un autre club italien et a cumulé plus de 12 matchs. Alors, pour retenir la version italienne de la Convention, c'est ça qui est intéressant, de voir quel est le raisonnement poursuivi par les arbitres, le collège d'arbitres considère que c'est en fait la version italienne qui a fait l'objet des différentes versions de travail et des échanges préalables à la conclusion du contrat définitif. Et donc, il faut ainsi garder à l'esprit que la phase précontractuelle, que les choix faits à ce moment-là, lors des négociations, en fait, n'est pas sans influence en cas de litige ultérieur relatif à l'interprétation du contrat de transfert. Ces questions liées aux traductions et aux versions applicables ne sont pas du tout l'apanage d'une seule sentence. En 2013, le TAS avait déjà été saisi d'un litige relatif à la version d'un contrat de travail et non plus d'un contrat de transfert. Plus précisément, c'était une clause de prorogation automatique liant un footballeur malien à un club croate qui était litigieuse. La version croate faisait état d'un renouvellement automatique pour une saison, tandis que la version française faisait état d'un renouvellement pour 2 saisons. Seul l'un des deux contrats, en réalité, avait été signé par les deux parties, et donc c'est celui qui, au cas d'espèce, est retenu par le collège d'arbitres, mais ça occupe une place absolument essentielle dans la jurisprudence du TAS, soit dans les sentences, soit même ça fait l'objet d'une sentence à part entière pour savoir quelle est la loi applicable. Donc en pratique, a fortiori dans des situations éminemment transnationales, on ne peut que fortement conseiller d'insérer une clause relative à la version applicable en cas de différend. C'est d'ailleurs ce qui est très régulièrement pratiqué par les règlements internationaux des fédérations qui sont accessibles en différentes langues et pour lesquels une version prévaut sur les autres en cas de différend. Voilà, alors bien entendu, les éléments et difficultés que nous venons d'évoquer sont connus en droit international des contrats, mais l'étude de la jurisprudence du TAS de ces dernières années, de ces derniers mois, démontre manifestement qu'ils sont également très présents dans les litiges en matière de football. Je vous remercie.